Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On se retrouve en direct du Carrousel du Louvre et je suis avec Gilles Dutheil. Bonjour. Bonjour. Alors on est là au Salon de l'investissement et de l'immobilier pour un épisode de mon podcast IMO en live. Gilles Dutheil, vous dirigez le groupe européen de recherche sur la délinquance financière et la criminalité organisée, c'est bien ça ? Et vous avez inauguré le salon ce matin avec une conférence sur les risques de l'investissement, notamment en immobilier. Alors pas forcément en immobilier, c'est tous les investissements à risque, j'allais dire, ces derniers temps. Alors j'allais dire d'abord l'escroquerie, c'est le deuxième plus vieux métier du monde, donc c'est pas quelque chose de récent, c'est apparu, il y en avait au Moyen-Âge, on en a bien retrouvé. Et pour être un peu plus contemporain, il y a le dénommé Carlo Ponzi, qui lui a exercé son art, mais qui a amélioré le processus de l'escroquerie, et lui a agi principalement entre 1901 et 1907. Où les moyens de communication étaient quand même relativement réduits. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux, mais il y avait même le téléphone, il n'y en avait que quelques-uns quand c'était très réduit. Donc ça s'est bâti sur le bouche à oreille, ce qui montre bien que les choses peuvent vibrer même si on n'a pas de grands moyens de communication. Et l'amélioration qu'il avait trouvée à l'escroquerie pure et dure, c'est prendre une manœuvre frauduleuse, par exemple un faux nom, une fausse qualité, et se faire remettre de l'argent. Et si on fait se remettre de l'argent et qu'on part avec, très vite ça va se savoir et ça va tarir, j'allais dire, la source. Ponzi faisait beaucoup mieux. Il prenait de l'argent en promettant des rentabilités assez monstrueuses, qui étaient de l'ordre de 600% à l'époque, en jouant sur les coupons réponses internationaux, ces espèces de timbres. Quand on voulait une réponse, on envoyait le timbre dans le pays qui était réutilisé pour le retour. Et il avait prétendu un truc qui était assez original en disant ils n'ont pas le prix dans tous les pays, donc j'en achète dans le pays où c'est pas cher et je les revends dans les pays où c'est plus cher. Comme argumentation, c'était pas mal. Sauf que ces timbres ne pouvaient pas s'échanger d'un pays à l'autre. On ne pouvait pas être acheté dans un pays pour être utilisé dans un autre. Donc, mais ça, tout le monde, c'est un prétexte. L'investisseur qui, lui, est accaparé par ses 600% de gains, de rentabilité, lui, il a été. Par contre, le système qu'il a mis en place, c'est de faire croire aux investisseurs que le programme qu'il leur a présenté marche. Et pour qu'il marche, il faut payer. Donc une partie de l'argent escroqué revient vers l'investisseur. Alors, je donnais un exemple. Ça, c'est de la cavalerie, en fait. Non, c'est pas de la cavalerie, c'est assez différent. Ce qu'il faisait, c'est par exemple, Ponzi vous proposait un rendement à 50% par an, aujourd'hui, mais payable en 4 fois, donc tous les trimestres. Alors je dis, l'investisseur qui est prudent va dire 50%, c'est quand même un peu gros, c'est peut-être une escroquerie. Je vais donner un peu pour voir. Supposez qu'il ait, 100 000 euros de disponibilité, il va en prendre 10 000 qu'il va remettre à Ponzi, il va attendre. Et là, 3 mois plus tard, jour pour jour, on tape à la porte. C'est Monsieur Ponzi, je viens vous apporter vos intérêts. Et il aligne les 1 250 euros qui correspondent aux 12,5% trimestriels. Et l'investisseur prudent, j'attends encore une prochaine échéance. Donc il va attendre jusqu'au 6e mois. Entre-temps, il en aura parlé à sa famille, à ses amis, en disant qu'est-ce que vous faites ? Vous faites du livret A à 0,5%. Et moi, je fais de la haute finance, etc. Donc il va les attirer et les autres vont dire mais ça ne marche pas. Il dit venez à la maison, il vient me payer les intérêts la semaine prochaine. 6 mois exactement. Bonjour, c'est Monsieur Ponzi, je viens vous payer vos intérêts. Et il paye les intérêts. Et là, l'investisseur a cette satisfaction immense de voir que ça marche et que ça rapporte énormément. Et qu'il est intelligent. C'est intelligent, mais alors ça a des conséquences qui sont quasi immédiates. Malheureusement, c'est que l'investisseur, je vous l'ai dit, n'a pris que 10% de ses disponibilités pour voir si ça marche. Maintenant, il est persuadé que ça marche. Donc les 90%, il va les prendre et les remettre à Ponzi. Et ensuite, il a fait venir des membres de sa famille qui vont chacun cotiser. Il y a une spontanéité qui amène les gens vers vous pour déposer de l'argent. Et Ponzi, il ramasse en attendant, il fait marcher chez les uns et chez les autres, jusqu'au moment où il y a eu une crise de confiance qui arrive même sur les marchés financiers. Tout d'un coup, des rumeurs qui courent, et la rumeur, c'est que Ponzi, c'était que du bidon, il ne paiera pas. Donc beaucoup d'investisseurs se sont rassemblés sur une petite place devant ses bureaux en hurlant « on veut notre argent », etc.
Et Ponzi était bien embêté parce qu'il savait très bien que dans la caisse, il n'avait pas de quoi rembourser tous ceux qui étaient dehors à l'attendre et la foule grossissait. Il a réfléchi un long moment et à un moment il a dit à ses employés « ouvrez et payez ». Alors, les employés étaient un peu couas dans le sens où ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de quoi payer tout le monde, mais ils ont ouvert et les premiers se présentaient, machin, ils regardaient, oui, on vous donne, pof, ils donnaient l'argent. Le deuxième aussi. Et les gens sortaient en disant il n'y a pas de problème, ils nous payent. Et au bout d'un moment, la rumeur s'est inversée, non, il n'y a pas de problème, ils payent, etc. Donc les gens, ceux qui avaient investi, ont maintenu leur investissement. Et pire, des gens qui ont été remboursés ont été rapportés l'argent à Ponzi. Jusqu'à la déconvenue, jusqu'à la faillite du système qui était liée à des circonstances économiques, une crise économique où quand on a une crise économique, on va chercher ses avoirs. Donc aujourd'hui, il y a toujours des systèmes, des gens qui... Il y en a encore plus. Il y en a encore plus avec l'accélération induite par notamment les réseaux sociaux, parce que là on est le téléphone, les mails. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil concret aux investisseurs pour éviter de se faire arnaquer, sachant que le propre d'un investisseur, c'est d'avoir envie de croire à la soupe que l'interlocuteur essaye de lui vendre. Ce type d'investisseurs, c'est ce que j'appelle les investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des sommes placées dans des placements qui rapportent la rentabilité qu'ils doivent rapporter, et ils sont toujours à la recherche de l'instrument qui va rapporter plus. Et si on leur propose quelque chose, ils ont tendance à pas vraiment vérifier, alors que quand vous avez un produit qui propose plus que le marché dans lequel il pourrait appartenir, si on vous propose un placement à court terme sans risque, on peut obtenir que le taux sans risque. Les taux sans risque actuellement en France sont négatifs. Donc comment on peut vous donner 20% alors que les banques entre elles payent de l'argent pour pouvoir placer leur argent? Donc il y a un problème de la rentabilité. Si on vous pose, et c'est souvent le cas dans toutes les dernières escroqueries que j'ai vues sur Internet, c'est des rendements garantis, par quoi on ne sait pas, et sans risque. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut commencer à vérifier. À partir de quel taux on se pose des questions selon vous? Si c'est à court terme, à partir de 3%, on peut se demander. Les livrets rapportent 0,5 à 0,75% brut. Comment quelqu'un arriverait à vous servir 3%? Si on pouvait servir 3%, les banquiers seraient les premiers en ligne de mire en train de rafler la mise. Donc en ce moment, alors il y a d'autres, par exemple, on envoyait sur du champagne et des vins. Alors il y a quelques opérateurs agréés par l'AMF sur le champagne qui sont immatriculés, parce que maintenant l'AMF a un droit de regard et délivre un visa sur les fonds en autres investissements, c'est en dehors des investissements traditionnels, actions et obligations, en biens divers, pour reprendre. Donc, si jamais vous avez un investissement qui vous paraît douteux, c'est-à-dire qui rapporte plus que tout ce que vous avez, commencez par aller sur le site de l'AMF. Vous avez un test également où il y a 5-6 questions très simples. Est-ce qu'on vous demande de payer très vite, et qui va vous donner un niveau de risque de ce qu'on vous propose. Et ensuite, vous pouvez déjà voir les listes blanches, ceux qui ont un agrément, et vous avez également des listes noires, c'est ceux qui sont dangereux. Par contre, sur la liste noire, il faut comprendre qu'il y a peut-être un organisme ou une société qui vous a sollicité et qui n'est pas encore inscrite en liste noire, parce qu'il faudra qu'elle soit dénoncée ou signalée pour vérifier, pour être inscrit. Donc ça peut prendre parfois plusieurs semaines. Donc quand vous avez ça, vous téléphonez au service AMF Info Investissement qui vous renseignera. Ça prendra peut-être un peu de temps, parce qu'ils ont beaucoup de travail, surtout en ce moment. Mais en tous les cas, ils vous renseigneront et vous donneront un avis sur l'investissement. Et tant que vous n'avez pas cet avis, vous ne faites rien. Et ces investissements, ils sont parfois adossés sur des supports immobiliers, parce qu'on est au salon de l'immobilier. Oui, ils sont parfois adossés sur l'immobilier. On l'a vu notamment sur les EHPAD, les chambres d'EHPAD. Et c'est récent, on en voit encore sur les réseaux sociaux, où on vous promet, alors parfois c'est un fonds, les chambres sont en fond, on vous propose une part du fonds, et c'est des EHPAD prétendument situés en Espagne ou au Portugal. C'est facile pour aller vérifier. Donc là, c'est très 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 à la mode. Ils utilisent souvent des prestataires comme Vinci, comme la BNP, où il y a les logos sur l'escroquerie, et quand on clique, ça vous amène vers un faux site de la BNP qui vous sécurise et qui envoie une grande box soutenir tout ça, et on y va volontiers. Non, passez donc par l'AMF qui vous donneront un avis, je pense, service info épargne, qui vous donneront un avis. Alors vous les trouvez très, très simplement sur leur site.
Et puis, vous pouvez toujours leur écrire par mail, il y a une fiche de correspondance, tout à fait, ou carrément leur téléphoner, ils vous donneront des conseils de vive voix. Mais ce qu'il faut recommander, c'est de vérifier. Et que, comme disent les Américains, there is no free lunch. On ne mange pas à l'œil. Ou encore, if it is too good to be true, it certainly is. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est vraiment trop beau. Et on se fait avoir. Donc attention, parce que dans les EHPAD, la perte moyenne recensée par l'AMF, c'était 60 000 € par plaignant en moyenne, et des gens qui n'étaient pas fortunés. Après, il y a eu également des faux investissements sur les parkings d'aéroports avec le logo de Vinci. Ils étaient très contents d'ailleurs. Or, Vinci n'a plus une seule place dans les aéroports dans lesquels il a construit. Et d'autre part, c'est quand même suffisamment atypique. Il faut savoir si les places sont réelles, à qui elles appartiennent, et est-ce qu'on peut faire un fonds de places de parking. C'est un bien divers, donc demandez à l'AMF à mon avis. C'est pas... Mais ça, c'est encore les 2 exemples qui sont actuellement en cours sur Internet. Donc on ne croit pas au Père Noël, on fait attention aux promesses trop alléchantes et on va voir sur le site de l'AMF si l'intermédiaire en question n'est pas épinglé ou n'a pas une affaire en cours. Il ne faut pas céder aux injonctions de votre interlocuteur au téléphone. Si vous téléphonez là-bas, ils pratiquent le marketing agressif, quel que soit votre âge ou tout, même si vous êtes âgé, ils vous escroquent sans aucun problème. Prenez le temps de la réflexion, ça aussi c'est un moyen. On vous propose quelque chose, prenez le temps de la réflexion, refusez des offres où on vous demande de payer immédiatement ou très vite si vous voulez bénéficier de la bonne affaire. Donc c'est le minimum, c'est de prendre son temps et puis vérifier tant que faire se peut, mais vous avez des gens qui peuvent le faire pour vous. Faites attention parce que parfois certains intermédiaires vous proposent des produits qui sont frauduleux parce qu'eux-mêmes n'ont pas fait leur travail. Leur travail, c'est à eux de vérifier. Ils sont intermédiaires, pour vous c'est un tiers de confiance. Vous pensez qu'il a fait les vérifications. Et on l'a vu dans l'affaire Aristophil notamment et tout ça. Ces escroqueries se sont développées grâce à des CGP, à des CIF et des trucs, ce qui est à mon sens lamentable. Et petit à petit, je pense, alors pour le moment, ils ont bénéficié du fait qu'il est difficile de les mettre tous en examen. Prenons Aristophil, il y a tellement d'intermédiaires et que ça donnerait un dossier qui sera impossible à juger. Donc les juges évitent de le faire, mais je travaille pour certains juges qui vont aller un peu dans ce sens-là et impliquer les intermédiaires quand ils le méritent. Merci beaucoup Gilles Dutheil. Je rappelle que vous dirigez le groupe européen de recherche sur la délinquance financière et la criminalité organisée. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live à retrouver sur toutes les plateformes et sur mysweetimo.com. Parfait, merci à vous.